Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder le sommaire de ce journal. Nous parlerons d'une nouveauté, une pépinière d'entreprise en quelque sorte que l'on appelle Monaco Boost. Ce sont 1200 mètres carrés qui pourront accueillir à Fontvieille plus d'une centaine d'entreprises réparties dans 32 bureaux. Une visite des locaux vient d'avoir lieu. Le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, nous en dira plus dans quelques instants. Des athlètes de haut niveau s'entraînent actuellement à Monaco en vue des prochains JO. C'est le cas de l'équipe de France féminine de gymnastique qui est en stage dans la salle de gym de la Principauté. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Vous avez peut-être reconnu les paroles d'une comptine. Si je vous dis cela, c'est parce que nous sommes le mercredi 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Nous recevrons dans quelques instants l'abbé Christian Venard qui nous expliquera les origines de cette fête religieuse. Et nous irons dans une boulangerie monégasque pour suivre la confection de la brioche et de la frangipane. Chacun ses préférences. Mais avant de développer ces titres, nous débutons avec vous, Alexandra Pani, et un premier point sur l'information. La vaccination contre la Covid-19 est au cœur des discussions, ici en Principauté, mais aussi dans l'ensemble des pays voisins. Pour ceux qui souhaiteraient se faire vacciner, cela va se dérouler par étapes. Bonsoir Fabien, pas la peine de vous précipiter. La vaccination s'effectuera en plusieurs temps. Vous recevrez donc un courrier à votre domicile vous informant que vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Il faudra donc à ce moment-là joindre le centre d'appel Covid pour arrêter une date. Actuellement, ce sont les résidents âgés de plus de 75 ans qui sont concernés en priorité. Vous avez un message à l'attention des parents d'élèves de la Principauté. Oui Fabien, cela peut paraître tôt, mais il faut déjà penser aux inscriptions dans les établissements scolaires pour la rentrée prochaine. Pour les établissements privés, les inscriptions ont déjà débuté depuis mardi et vous aurez jusqu'au vendredi 19 mars pour effectuer vos démarches. Pour les écoles publiques, cela se déroulera du lundi 11 janvier au vendredi 19 février. Quant au collège Charles III, les modalités d'inscription sont données directement aux élèves de CM2 par l'école primaire. Pour remplir les conditions d'admission, il faut que l'enfant soit de nationalité monégasque ou l'un des deux parents, mais également les enfants dont les parents sont domiciliés à Monaco. Et avant de refermer ce point sur l'actualité monégasque, un mot du soutien apporté par le gouvernement aux commerces et restaurants du Rocher. En effet, Fabien, l'on connaît la situation compliquée de l'ensemble des restaurateurs et commerçants cette période. Mais depuis cet été, une attention particulière a été portée aux établissements situés dans le quartier du Rocher. Un quartier qui a pour habitude de vivre quasiment essentiellement grâce au tourisme. Le gouvernement, en concertation avec le Conseil national, a donc décidé d'apporter une aide financière complémentaire aux commerces et restaurants dont la baisse du chiffre d'affaires est avérée pour compenser le poids des dépenses locatives. Care prend donc en charge 50% du loyer des murs et loyer de gérance au dernier trimestre 2020. Cette mesure devrait être reconduite au premier trimestre 2021. Merci Alexandra. Nous recevons justement le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Bonsoir. Bonsoir. Alexandra Pani vient d'en parler. Vous avez apporté une aide supplémentaire pour les commerçants du Rocher. On peut dire que les commerçants du Rocher sont les sinistrés de la crise? Alors on peut certainement regretter, bien évidemment, la situation assez catastrophique à laquelle il doit faire face depuis maintenant de nombreux mois, qui résulte notamment de l'arrêt complet au printemps dernier, enfin en 2020, de l'activité des croisières, de la suspension de toutes les grandes manifestations sportives et autres qui amènent des milliers de personnes chaque année en Principauté et qui privilégient bien sûr le Rocher, ses commerces et ses restaurants. Et c'est pour cela que nous avons souhaité, au niveau du gouvernement, en concertation avec les élus, après avoir également rencontré des représentants des commerces du Rocher, leur accorder une attention toute particulière en ce début d'année. Alors nous sommes là pour parler de Monaco Boost, qui est situé à Fontvieille. C'est une pépinière d'entreprise. Il vient d'y avoir une visite à l'occasion de son lancement officiel. Avant d'en discuter ensemble, je vous propose de regarder ce reportage explicatif de Frédéric Elion. C'est une nouvelle pépinière d'entreprise située à Fontvieille pour tous les monégasques désireux de créer leur entreprise ou développer leur activité. Monaco Boost, ce sont 32 bureaux exclusifs fermés, 2 zones de coworking avec 16 bureaux partagés dédiés et 12 hotspots, 2 salles de réunion, une salle polyvalente, une zone détente, une autre pour cuisiner, ainsi qu'une terrasse. Le ministre d'État Pierre Dartout, le président du Conseil national Stéphane Valéry
Et de nombreuses personnalités de la principauté ont pu visiter ce nouvel espace cet après-midi. Je pense que c'est un outil très innovant à la disposition de ceux qui créent, de ceux qui innovent, parce que c'est très important pour une économie comme celle de Monaco d'avoir un lieu pour accueillir, pour valoriser les initiatives de ceux qui veulent innover, qui veulent faire des choses. Je crois que c'est un lieu où on navigue très facilement. C'est un lieu qui présente des bureaux qui sont de grande qualité pour pouvoir y travailler et qui sont surtout très fonctionnels. Alors c'est évident que dans un premier temps, avec la crise du Covid, peut-être que tout ne pourra être occupé comme on pourrait le souhaiter, notamment en ce qui concerne l'open space. Mais à terme, une fois que nous serons débarrassés du virus de la Covid, je pense que ce lieu montrera tous ses avantages, tous ses intérêts. C'est aussi une belle satisfaction parce que c'est une proposition qu'on avait faite au Monégasque pendant la dernière campagne électorale, que le Conseil national a soutenue dès son élection. Et on a pu travailler vraiment en concertation avec le gouvernement. Et je remercie le ministre d'État et particulièrement le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie et toute son équipe pour la réalisation de cette belle idée. Donc l'objectif, il est de permettre effectivement de créer une pépinière d'entreprise à des conditions très préférentielles pour les Monégasques. On a déjà obtenu, vous le savez, la suppression, donc la gratuité de la domiciliation dans les domaines, mais on ne peut pas dans les domaines avoir de salariés, on ne peut pas recevoir de clients. Ici, c'est un peu l'étape d'après. Donc pour les entreprises qui vont se développer, les petites sociétés au départ qui vont se développer, on pourra ici accueillir des clients. On pourra soit louer des bureaux donc privatifs, soit louer à des tarifs très préférentiels et avec un bail sécurisé des domaines, donc pour tous nos compatriotes qui voudront se lancer dans les affaires. L'appel d'offres ouvert au Monégasque aura lieu à la fin du mois de janvier. Les premières installations sont espérées dès le début du mois d'avril au plus tard. Nous sommes de retour avec le ministre des Finances et de l'Économie. Comment va fonctionner tout simplement ce Monaco Boost ? Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le Monaco économique et dynamique de demain qui va rayonner à partir de Monaco Boost. J'ai envie de vous dire, c'est un peu l'acte 2. Il y a 3 ans maintenant, l'incubateur de start-up Monaco Tech a démarré. Et Monaco Boost aujourd'hui, c'est véritablement une pépinière d'entreprise pour l'entrepreneuriat monégasque, prioritairement, pour donner leur chance à tous les talents monégasques en principauté, qui veulent créer leur entreprise, développer leur activité, qui n'ont, c'est tout à fait légitime au début, pas de moyens importants à dédier pour louer des bureaux, pour s'installer, et qui ont besoin en plus sans doute d'une ambiance qui, nous l'espérons, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, eh bien, qui soit la plus collaborative, la plus participative possible. Et c'est cet état d'esprit que nous cherchons et que nous chercherons dans les prochaines semaines, après l'appel à candidature et la sélection des entreprises, à fédérer au sein de Monaco Boost. C'est ça, il va y avoir un appel à candidature prochainement là. Il va y avoir un appel à candidature dans les toutes prochaines semaines. Nous attendions en effet que les locaux soient parfaitement disponibles, que la situation sanitaire nous donne un petit peu plus de visibilité et que nous puissions donc, dans les meilleures conditions possibles et dans les délais les plus brefs possibles, à échéance de 2 ou 3 mois, accueillir dans ces locaux magnifiques des entrepreneurs pour, là aussi, faire éclater leurs talents, développer leur activité et, si vous voulez, construire donc ce Monaco entrepreneurial d'aujourd'hui et de demain. C'est destiné à qui? Qui pourra en bénéficier? Il faut être monégasque, il faut être résident. Qui peut en bénéficier? Il faut avoir un secteur d'activité particulier? Le secteur d'activité à proprement parler, non. Ce que nous souhaitons, c'est bien évidemment, dans un premier temps, privilégier les nationaux ou ceux qui, comment dirais-je, ont pris une forme de sociétés en nom propre ou qui sont en SARL détenus majoritairement à plus de 60% par des nationaux, par des monégasques, un peu à l'instar des règles que nous mettons en œuvre lorsque nous lançons des appels à candidature pour les locaux domaniaux commerciaux. Quels seront les services mis à leur disposition ?
Alors, il y a une équipe qui s'est constituée, qui est d'ores et déjà opérationnelle. Si vous voulez, un peu comme dans toutes les pépinières, vous y trouvez des salles de réunion, des bureaux exclusifs. Vous y trouvez également un espace de restauration. C'est une espèce véritablement, je pense, d'entreprise dans l'entreprise, avec tous les services que l'on est en droit d'attendre lorsque l'on est soi-même au sein d'une moyenne ou grande entreprise, mais qui vous sont proposés à titre individuel ou dans le cadre des bureaux qui seront occupés dès le démarrage de votre activité. Et quelles sont les différences avec un business center traditionnel ? Je ne pense pas que l'on doive véritablement raisonner ou comparer un business center traditionnel dans le sens où, véritablement ici, je pense que ce qui est mis en avant, c'est l'aspect collaboratif et participatif. Peut-être que c'est moins le cas dans certains business centers du fait que les entreprises sont à des stades différents de leur activité et que les activités peuvent également être très différentes l'une de l'autre. Ici, on devrait retrouver davantage de personnes qui sont au démarrage de leur entreprise ou dans une première phase de consolidation et qui partagent donc les mêmes contraintes, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et nous espérons tous pour eux la même réussite. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. Nous vous en avons parlé hier. Le gouvernement a interdit pour 3 semaines la pratique du sport indoor, mais des dérogations sont accordées pour les athlètes de haut niveau. C'est le cas de l'équipe de France féminine de gymnastique qui est actuellement en stage en principauté. Frédéric Elliot vous en dit plus. Elles sont en mission privée de Jeux Olympiques l'été dernier. Les filles de l'équipe de France de gymnastique artistique sont en principauté depuis lundi pour le stage de reprise de leur saison 2021. 2021, année olympique et donc préparation spécifique. Pour cette première semaine de stage, l'accent est mis sur la préparation physique avec un travail plus léger sur les bases techniques. Le but de ce stage, c'est de sortir un petit peu de la maison parce qu'effectivement, en période de confinement, quand on peut s'expatrier, entre guillemets, c'est toujours intéressant. Ça permet un petit peu de vider la tête avec toutes les questions qui se sont posées lors de l'année 2020 avec le confinement, l'annulation des championnats d'Europe, le report des Jeux Olympiques et puis tous les problèmes que chacune d'entre elles ont rencontrés dans leur famille respective. Donc là, venir à Monaco, chez des amis, dans une salle d'entraînement qui se prête à ce genre de stage, c'est toujours très enrichissant. 5 membres du groupe France sont venus participer à ce stage à Monaco. La triple championne d'Europe, Mélanie de Jesus dos Santos, Aline Fries, Laurette Charpy et les jeunes Alizé Letrange-Moakit et Maïwen Eugène. Elle côtoie à l'entraînement les filles du Féminasport de Monaco. La dernière fois que je suis venue, c'était pour le gala. Ça me fait très plaisir de revenir parce que c'est une belle ville et puis on a la chance d'être invité par le personnel de Monaco, donc ça fait vraiment très plaisir. Et puis c'est la première fois que je viens dans cette salle et je trouve que c'est une bonne salle et on peut se préparer pour les Jeux Olympiques. On est super ravis toutes de s'entraîner avec elles. Ça nous motive en cette période difficile aussi. C'est exceptionnel déjà, pas tout le monde a la chance de les avoir à leur côté. Et de les voir s'entraîner comme ça, c'est des championnes, c'est génial. Il faut redémarrer, repartir à zéro parce qu'on avait déjà fait une prépa olympique. Et là, il faut recommencer, mais on va dire que ce sera une prépa encore meilleure que celle d'avant. Donc là, on a déjà commencé à faire beaucoup de physique. Ce matin, on est allé se promener dans Monaco, on a fait de la marche rapide. Donc vraiment, on commence dès maintenant à se préparer pour les Jeux, pour être au top pour les Jeux. Un échange enrichissant et une belle source d'inspiration pour les filles du Féminasport, afin de poursuivre leur progression et leurs rêves. Ces gymnastes ont certainement fait une pause aujourd'hui pour déguster la galette des rois, puisque nous sommes le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Et pour parler de cette célébration, nous sommes avec l'aumônier de la force publique et par la même occasion délégué épiscopal à la communication. Christian Venard, bonsoir. Bonsoir. C'est une tradition particulièrement appréciée par le grand public, croyons ou pas d'ailleurs. L'Épiphanie, qu'est-ce que l'Épiphanie tout simplement dans la religion catholique ? Alors, il n'y a pas que la religion catholique qui est concernée, il y a tous les chrétiens qui sont concernés par cette fête, en particulier nos frères chrétiens d'Orient pour qui c'est une très grande fête qui est même plus importante pour eux que la fête de Noël. Alors l'épiphanie, le mot épiphanie en lui-même veut dire la manifestation.
Alors la manifestation du Christ, c'est-à-dire la première fois où le Christ se manifeste au monde, où Jésus, le Fils de Dieu, apparaît au monde. Et en Occident en particulier, cette fête a été associée très tôt à un passage de l'évangile de saint Matthieu, ce fameux passage où on voit les fameux mages venus d'Orient, qui étaient venus parce qu'ils suivaient une étoile qui leur avait indiqué qu'un grand événement, qu'un grand roi était né loin de chez eux. Alors en arrivant en Judée, ils sont allés demander à Hérode qui était ce grand roi. Hérode, qui était le roi, évidemment, était un peu furieux. Ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés à Bethléem et là, ils ont adoré, ils ont reconnu, là où l'étoile s'était arrêtée, eh bien, ils ont trouvé l'enfant Jésus, emmailloté et qui était entre les mains de sa mère Marie. Et c'est cela que nous commémorons dans cette fête, ce moment où Jésus apparaît. Alors déjà dans la nuit de Noël, il était apparu aux bergers qui étaient venus, mais là c'est une espèce de manifestation officielle et on se plaît à dire symboliquement en voyant ces trois mages qui viennent de loin, eh bien ils représentent un peu l'humanité tout entière. C'est une fête, c'est une célébration importante pour l'Église? Ah oui, c'est une des 5 très grande fête au sein de l'Église catholique, donc c'est vraiment une fête très importante et c'est une fête d'autant plus importante, si vous voulez, qu'elle s'est ancrée en Occident sur une fête païenne à l'origine qu'on appelait les Saturnales. Et si vous voulez, c'était une fête chez les Romains en particulier où on fêtait la lumière. Alors, le christianisme a christianisé, évangélisé, si j'ose dire, cette fête, et c'est pour ça que quelques jours après que l'on a fêté la naissance de Jésus, eh bien, on ne sait plus à fêter ce moment où Jésus apparaît devant ces hommes un peu étranges pour nous, ces mages. La tradition leur a donné des noms, Balthazar, Melchior, mais dans la réalité, on ne connaît pas leur nom, mais ce qu'ils symbolisent est très beau, c'est-à-dire que Jésus, Dieu fait homme, veut parler au monde entier et veut se donner au monde entier. Et traditionnellement, l'épiphanie se célèbre depuis quand? Au niveau religieux, au niveau chrétien? Au niveau chrétien, depuis le IVe siècle à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment une fête très très ancienne et c'est une fête qui a toujours beaucoup plu. C'est pour ça que beaucoup de traditions populaires sont venues s'ancrer sur cette fête, comme celle qui nous apparaît la plus évidente pour nous, le fait de tirer les rois, de manger un gâteau à cette occasion-là. Et en fait, ça, vous voyez, c'était plus ancré sur les Saturnales, qui était un peu la fête des fous chez les Romains, et en Occident, notamment au Moyen-Âge, c'était le moment où on partageait ce gâteau, on mettait dedans une fève, et pendant quelques jours, celui qui avait eu la fève prenait la place du roi. Exactement. Et faisait un peu ce qu'il voulait. Il y a un débat, c'est le premier dimanche de janvier ou le 6 janvier. Quand est-ce que c'est l'épiphanie? J'ai entendu plusieurs réponses. C'est une très bonne question. La date liturgique, au sens le plus strict, c'est le 6 janvier. Mais comme dans beaucoup de pays, cette date n'était pas fériée, ce qui est le cas par exemple pour nous ici à Monaco, mais vous voyez en Italie c'est un jour férié, mais donc pour les pays où le 6 janvier n'était pas férié, cette fête est tellement grande, tellement belle, elle recueille tellement la joie du peuple que le pape a décidé de donner un indulte de façon à ce qu'on puisse fêter le dimanche, le deuxième dimanche après Noël, on puisse fêter l'épiphanie. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, on fête le dimanche de deuxième après Noël, on fête la fête de l'épiphanie et non pas le 6 qui est la date exacte. Alors vous l'avez évoqué, je voudrais que l'on parle de la galette des rois. Pour vous, ça fait partie de la religion ou c'est païen quand même? Non, c'est plus une tradition païenne, mais en disant que c'est une tradition païenne, ça n'a pas du tout un sens péjoratif dans notre bouche. Ça fait partie, si vous voulez, c'est comme pour les mariages, les dragées, ou les dragées pour les baptêmes, ou le fait à la sortie des mariages de jeter des grains de riz, etc. Ce sont de très belles traditions populaires qu'il faut bien se garder de mépriser, bien au contraire. Je crois qu'il est
toujours de notre devoir en tant que prêtre, en tant qu'Église, de réévangéliser ces traditions, mais heureusement qu'elles existent. Et tant mieux si, à l'occasion ou d'une manière générale, même des non-chrétiens sont heureux de partager un moment en famille autour d'une galette, la galette des rois, si ça peut être l'occasion de redire, mais vous savez, cette fête-là, elle a des origines à la fois très anciennes païennes et en même temps, depuis 1600 ans, des origines profondément chrétiennes, eh bien tant mieux si ça permet de dire quelque chose du Christ à cette occasion-là. Alors, dernière question existentielle, capitale même, êtes-vous plutôt frangipane ou brioche ? Étant du sud, je suis brioche, évidemment, et étant en plus d'origine du sud-ouest, c'est comme la chocolatine, ça se discute pas. Eh oui, c'est pas un pain au chocolat, c'est une chocolatine. C'est l'information du jour, l'abbé Venard est plutôt brioche. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On reste dans le thème de l'épiphanie. Vanessa Dessy, Lionel Bernardi et Clélia Renaud sont allés à la découverte de la fabrication de ce dessert aux multiples saveurs. Reportage. Le début d'année signe le retour de la galette des rois et la tradition ne se perd pas en principauté. Dans les boulangeries, le marathon est lancé tout le mois de janvier. Chaque pâtissier garde bien précieusement sa recette. Le secret, ça reste toujours les matières premières. Je pense que les produits de base sont très importants. Et ensuite, le petit savoir-faire et le tour de main pour arriver à quelque chose d'optimum, on va dire. Chacun a sa recette, chacun a ses astuces, ces petits trucs qui font la différence et qui fait que la galette nous ressemble en fait. Entre frangipane et brioche, le cœur des fins gourmets balance. Aujourd'hui, les ventes sont partagées équitablement. Mais avant d'être présentées dans les vitrines, les étapes de fabrication sont longues et minutieuses et nécessitent un réel savoir-faire. La couronne des rois est composée d'une pâte fermentée type brioche. Le temps de pétri est assez court, environ 15 minutes, alors que la frangipane a besoin d'un peu plus de repos. Pour la feuilletée, c'est un peu différent. Le feuilletage, donc tout le monde connaît. Il y a besoin de beaucoup de repos pour avoir un produit qui reste stable à la cuisson. Ça, c'est très important. Et voilà, pour ce qui est de la garniture, c'est assez simple, on va dire, une crème d'amande. Donc c'est un temps pourtant de 4 produits, amandes, sucre, œufs et beurre. La nouvelle année apporte d'autres saveurs comme la frangipane carrée garnie avec une crème à la noisette parsemée d'éclats de giandouille qui fondent à la cuisson. De la galette, lorsqu'elle est bien faite, on peut en manger tout le mois de janvier. Alexandra, on vous retrouve avec une bonne nouvelle pour les animaux abandonnés. Après tant d'attentes, Fabien, les animaux de la SPA Monaco ont enfin un nouveau terrain. Ce sera donc sur la commune de Paye qu'un nouveau lieu sera construit pour abriter cette structure qui doit répondre à une réglementation bien précise. Les travaux devraient débuter à la fin de l'été 2021. En attendant ces nouveaux lieux, les locaux actuels situés à Aise ont subi des travaux pour pouvoir améliorer les conditions d'hébergement des animaux. 2020 affiche un nombre record d'adoptions pour le refuge. 106 animaux ont pu trouver une nouvelle famille contre 15 en 2019. Vous nous proposez un peu de culture avec cette idée de sortie pour jeudi soir. C'est la première fois, Fabien, que le ténor mexicain Javier Camarena se produira sur la scène de l'Opéra Garnier. Il sera accompagné par les musiciens du Prince, dirigés par Gianluca Capuano. La représentation aura donc lieu ce jeudi à 18h30. Et notez que l'Opéra de Monte-Carlo a dû annuler la journée porte ouverte initialement prévue le samedi 16 janvier. Et pour les amateurs du jardin exotique, il va falloir faire preuve de patience avant de redécouvrir les cactées et succulentes. Oui, nous avions suivi il y a quelques mois les impressionnants travaux de rénovation et de consolidation du jardin exotique. Ils devaient se terminer à la fin du mois, mais ils ont pris beaucoup de retard. La réouverture est reculée à l'été 2022. Fabien, il faudra être très patient. Eh bien, on attendra. La météo à présent, quel temps fera-t-il ce jeudi ? Jeudi se passera sous les nuages, très peu de soleil de prévu. Les températures sont de saison avec un petit degré au lever du jour et 6 degrés dans l'après-midi. Nous fêterons les Raymonds en ce 7 janvier. Merci Alexandra, ce journal est terminé. On se quitte avec les clichés du jour. Nous en avons parlé dans ce journal. L'équipe de France féminine de gymnastique est actuellement en stage en principauté et ça a fait de très belles photos signées Emmanuel Vitali. Quant à nous, on se retrouve jeudi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.